Bienvenue en débat sur France 24. On va s'intéresser au Burkina Faso et plus largement au Sahel et à l'Afrique de l'Ouest où le djihadisme progresse. Au Burkina Faso, il y a 10 jours, 2 attaques djihadistes contre l'armée ont fait 40 morts dans le nord du pays, dans la localité d'Ao-Rema. Le capitaine Traoré a décrété la mobilisation générale. Le 20 avril dernier, c'est un massacre de civils par des hommes en uniforme militaire, cette fois au nord à Karma qui a eu lieu. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, il y aurait eu au moins 150 civils tués. La population est prise en étau dans une spirale de violence. Au Mali, 10 civils et 3 soldats ont été tués au cours de multiples incidents le 22 avril dernier. Au Mali, où les violences se sont étendues au centre du pays, mais aussi au Niger. Les djihadistes montent en puissance au Sahel. On va revenir sur la situation au Burkina Faso. Comment le djihadisme parvient-il à s'étendre dans le pays et plus largement au Sahel, mais aussi en Afrique de l'Ouest? Et puis, comment les États luttent-ils contre cette menace? On en discute ce soir avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ali Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes burkinabé, membre du Balai citoyen, le Balai citoyen donc, qui accompagne la démarche de mobilisation générale au Burkina Faso. Merci d'être avec nous ce soir. En face de vous, Stéphane Ballon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, rédacteur Stéphanie. en chef Afrique, France 24. Et puis avec nous, Christophe Boisbouvier. Bonsoir Christophe. On est ravis de vous avoir. Directeur adjoint de RFI, chargé de l'Afrique. Nous avons avec nous par Skype Niagale Bagayoko. Bonsoir, présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue dans le débat. Vous pouvez participer à ce débat tout au long de l'émission donc sur le hashtag débat F24 pour poser toutes vos questions. Ali Traoré, je vais démarrer par vous parce qu'on va commencer par ce qui se passe au Burkina Faso. On a besoin d'explications, de comprendre. Il y a 10 jours, il y a eu 2 attaques djihadistes contre l'armée. Il y aurait eu 40 morts. Ça se passe au nord du pays, dans la localité d'Ao-Rema. On va voir la carte. Et le 20 avril dernier, c'est un massacre de civils par des hommes dits habillés en tenue militaire. Cette fois, donc, c'est au nord, mais à Karma. Qu'est-ce qui se passe au Burkina ? Merci de me donner l'opportunité de pouvoir donner en tout cas mon point de vue sur ce qui se passe aujourd'hui au Burkina. Je rappelle que vous êtes burkinabé. Donc... Effectivement, je suis burkinabé, raison pour laquelle ces événements me touchent. Ils me touchent profondément dans la chair parce que ce qui se passe, ce n'est pas le Burkina qu'on connaît et ce n'est pas ce que nous souhaitons au Burkina Faso. Donc malheureusement, ça se passe. Les pauvres populations le subissent. C'est vraiment désolant ce qui se passe. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, ou en tout cas ce qui s'est passé jeudi dernier à Karma, c'est un drame. Un drame que nous n'arrivons toujours pas à expliquer. Et c'est un drame aussi qui doit être éclairci. Puisque, comme vous l'avez dit, il y a des personnes qui avaient des tenues de l'armée, qui sont intervenues dans ces villages et qui ont commis des actes atroces. Certes, aujourd'hui, l'armée burkinabé est accusée par certains. Et il y en a qui disent que ce n'est pas l'armée burkinabé, qui disent que c'est aussi, je dirais, de la félonie de la part des gens qui sont en face, qui se sont déguisés en militaires de l'armée du Burkina Faso. Donc, il faut que les choses soient clarifiées. Et comment peut-elle être clarifiée? C'est assez simple. Hein, même si aujourd'hui on est sur un régime de transition, la justice reste souveraine au Burkina Faso. Raison pour laquelle le procureur Kaboré, qui est le procureur du tribunal de grande instance de Ouaïguia, s'est saisi de ce dossier et va faire le nécessaire pour clarifier les choses. Et tous les regards sont tournés vers lui. Parce que c'est lui, aujourd'hui, que la population regarde. Et c'est vers lui que va la confiance, même, je dirais, au-delà du Burkina Faso, au niveau de tout ce qui est institution internationale. Donc, une enquête doit être menée et jusqu'au bout, clarifier les responsabilités et prendre les décisions qui s'imposent. Stéphane Ballon, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Ali Traoré? Il y a 2 choses différentes. Il y a donc cette attaque qui nécessite éclaircissement et enquête. Et puis, il y a des attaques de djihadistes, je le disais au début de l'émission, où là, on est quand même à peu près sûr que ce sont des djihadistes. Exactement. En tout cas, ces attaques se sont produites dans des zones d'activité connues comme étant des zones où frappent des djihadistes. Évidemment, il faut une enquête pour mettre tout ça en lumière, parce que ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des images qui ont circulé, c'est effroyable. Et moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé à Moura il y a 1 an tout juste, où là aussi des civils ont été massacrés, tués dans des conditions incroyables, avec là aussi une suspicion forte
je ne sais même pas si on peut encore parler de suspicion, de l'armée, qu'on soupçonne d'avoir commis ces atrocités-là. Donc ça, c'est à Karma. Hein. Ça, c'est à Karma. Alors, à Karma, ça, c'était à Amoura. À Karma, la question se pose d'autant plus qu'une semaine avant ce massacre, il y a eu cette autre attaque à Aurema, justement, pas loin de Karma, où là, ce sont des VDP, essentiellement, on parle de 36, 38. Donc des VDP, des volontaires. Des volontaires pour la défense de la patrie et des militaires, 6 ou 8. En tout, on est sur une quarantaine de personnes tuées qui s'est produit une semaine avant. D'où la question. Aujourd'hui, on dit qu'à Karma, on a vu des hommes qui ont commis ce drame habillés en militaire. Est-ce qu'il s'agit de représailles? La question se pose et seule une enquête claire permettra de représailles à une attaque djihadiste, en fait. De représailles à une attaque djihadiste, parce qu'on parle d'un village qui a été encerclé. On a lu le témoignage, le communiqué de presse des représentants de ce village-là, qui a été diffusé hier, qui raconte des choses quand même qui font porter de fortes suspicions. En tout cas, la question se pose, est-ce que c'est des représailles? Et l'enquête est indispensable, c'est très important. Christophe, en tout cas, c'est une spirale de la violence à laquelle on assiste. Ouais. Le Burkina, c'est un pays qui a lutté pour la démocratie. C'est un pays dont le peuple a renversé le dernier dictateur, Blaise Compaoré, en 2014, et qui, pendant 8 ans, de 2014 à 2022, a vraiment été un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, avec une justice très fière de son indépendance. On l'a vu notamment lors du procès des assassins présumés de Thomas Sankara. Donc le Burkina a cette fierté-là, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez encore à Ouaïgouya, qui est une grande ville du nord du Burkina Faso, un procureur qui dit il s'est passé quelque chose de terrible à Karma le 20 avril dernier. Il faut que les gendarmes de Ouaïgouya puissent aller sur le terrain, puissent entendre les rescapés. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Donc, je crois qu'il faut encore, c'est ce que dit le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, ce qu'il a dit hier, je crois qu'il faut donner encore une chance à la justice burkinabé, aux magistrats du Burkina Faso qui se battent pour la vérité, parce que malheureusement, tout laisse penser que ce qui s'est passé à Karma a été commis en effet par non seulement des hommes en uniforme, mais sans doute des militaires burkinabés. Et je crois que ce serait à l'honneur des autorités politiques de Ouagadougou de dire, si vraiment ça a été fait par des militaires, il faut que ça se sache et il faut qu'il y ait des sanctions, vraiment à la hauteur de l'horrible, du caractère horrible de ce massacre. Niagalé Bagayoko, vous qui êtes un peu l'experte de sécurité de ce plateau, votre analyse? Malheureusement, les drames que l'on décrit démontrent que l'analyse selon laquelle seul le terrorisme serait à l'origine de l'insécurité dans la zone sahélienne est totalement erronée. On voit qu'un grand nombre d'acteurs sont impliqués dans les violences et que la réponse militaire n'est pas en mesure de répondre à cette insécurité multidimensionnelle. Il est extrêmement important de se rendre compte, et peut-être que le drame qui vient de se produire à Karma aidera à en prendre conscience, que la chaîne pénale est un acteur absolument fondamental à mobiliser pour répondre à cette insécurité, à ces violences qui touchent avant tout les populations civiles, qui sont victimes, bien sûr, des groupes djihadistes, mais aussi de groupes d'autodéfense ou de certaines unités des forces armées ou encore de groupes criminels. Et sans doute, pour démêler cet écheveau, il faut être en mesure non pas uniquement de neutraliser des terroristes, mais essentiellement de mobiliser des acteurs qui interviennent de manière complémentaire. Et bien entendu, la justice et la chaîne pénale sont absolument centraux dans cette réponse d'un autre ordre qui n'a pas été suffisamment mobilisée depuis 10 ans que dure cette crise sahélienne.
Ali Traoré, pour rebondir sur ce que vient de dire Niagali, on va regarder la carte justement des djihadistes. Il y a deux mouvances en fait, hein. Une AQMI plus liée à Al-Qaïda, au Burkina Faso, et l'autre plus liée à l'État islamique, hein, qu'on appelle l'EIGS pour cadrer. Donc, et ça serait plus de 40% du territoire qui serait contrôlé par les djihadistes aujourd'hui au Burkina. Oui, et même au-delà du djihadisme, il y a aussi ce qu'on va appeler le grand banditisme qui a trouvé un terreau fertile dans cette situation de désordre et qui aussi prospère. Puisqu'on a régulièrement des ANI, donc des hommes en uniforme qui ne sont pas identifiés. Donc on ne sait même pas qui sont ces personnes qui font des actes atroces et après qui disparaissent dans la nature et qui rentrent aussi dans l'échiquier. Donc concrètement, effectivement aujourd'hui on ne peut pas dire qu'au Burkina Faso la sécurité règne. La sécurité ne règne pas, c'est très clair. C'est de pire en pire. Est-ce qu'on peut dire que c'est de pire en pire? C'est de pire en pire. Mais ce qu'on note, c'est que les nouvelles autorités du Burkina Faso ont pris les mesures pour, je dirais, staffer déjà l'armée, parce que le Burkina Faso, ce n'était malheureusement qu'à peine 12 000 soldats. C'est pour ça qu'ils ont lancé l'initiative des volontaires pour la défense de la patrie. Donc il y a plus de 90 000 candidats à ces dispositifs. Qui forment ces fameux VDP. Voilà, qui sont ces fameux VDP. Ces volontaires. Et qui sont aujourd'hui en train d'appuyer l'armée pour pouvoir faire changer la donne. Et l'armée aussi s'est aussi dotée de matériel pour aller sur le terrain et chercher à obtenir des résultats, à acculer je dirais les djihadistes. Et l'autre stratégie aussi, c'est quoi? C'est que le Burkina se rapproche aussi du Mali pour pouvoir mener des opérations conjointes parce que les djihadistes ont beaucoup et longtemps joué sur la faiblesse qui était qu'ils pouvaient traverser les frontières alors que les forces armées des différents pays, entre le Burkina, le Mali, le Niger, ne pouvaient pas franchir les frontières et étaient obligés de les laisser partir de l'autre côté sans forcément rien faire. Et ça marche, cette mobilisation? Ça commence à marcher. Et d'ailleurs, si on le voit aujourd'hui, les djihadistes sont acculés, hein, notamment à la frontière avec le Mali, même du côté du Niger, les djihadistes sont acculés parce qu'il y a eu, il y a quelques mois, les forces armées nigériennes sont rentrées au Burkina Faso à la poursuite des djihadistes, avec l'autorisation des forces armées burkinabées. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience et une coopération qui est en train, ou en tout cas qui commence à porter ses fruits et qui accule le djihadisme. Stéphane Ballon, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Ali Traoré? Ils sont acculés, les djihadistes. Il faut rappeler qu'il y a une mobilisation générale depuis ce fameux massacre, mobilisation générale qui permet d'ailleurs de réquisitionner des personnes, des biens et des services, un droit d'appel aussi à l'emploi de la défense. Il y a eu aussi une opération grenier vide au Burkina où les militaires actifs ou retraités sont appelés à donner leur uniforme. Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'ils sont acculés, les djihadistes? Je ne sais pas. Restons factuels. Une chose est sûre, on a une série d'attaques depuis le début de cette année. Entre ce qui s'est passé en février, je crois, à Déhou et à Tinakov. À Déhou, on parlait de 57 personnes tuées. C'était une des attaques les plus meurtrières depuis l'arrivée de Ibrahim Traoré au pouvoir. À Tinakov, il s'est passé à peu près la même chose avec une dizaine ou une vingtaine de morts là aussi. Au Mali, on voit à peu près la même chose. Je sais qu'on est sur le Burkina. Et au Mali, je vais emprunter une expression qui a été utilisée dans un communiqué récemment où on parle de regain d'incidents terroristes. Moi, tout cela me fait penser que on riposte, il y a une forte volonté de la part des autorités de transition de riposter, de changer la dynamique, mais on voit qu'en face, une multiplication aussi des attaques. Donc on est dans une situation où il y a une recrudescence de violence de manière générale. Christophe Beaubouvier. Il y a une vraie mobilisation du capitaine Traoré et du Premier ministre et du gouvernement, c'est vrai, je suis d'accord avec Ali Traoré, il y a un effort, qui est un effort d'ailleurs plutôt autarcique, ils ne font pas appel aux Français ou aux Russes, les Burkinabés essayent de se défendre par eux-mêmes. Mais en face, vous avez des djihadistes qui jouent sur les conflits intercommunautaires. Et c'est ça le drame. De quelle manière, justement? Comment est-ce qu'ils arrivent à jouer de ces conflits? Ils jouent les nomades contre les sédentaires, les éleveurs contre les agriculteurs.
Et de fait, depuis plusieurs années maintenant, depuis 2015-2016, c'est grâce à ça qu'ils ont progressé non seulement dans le nord, mais aussi dans l'est du Burkina Faso, non seulement à la frontière du Mali, mais aussi à la frontière du Niger. Donc le traitement, il est militaire, c'est évident, mais il faudra aussi qu'il soit politique, à la façon dont le pays d'à côté, le Niger, essaye stratégiquement de gérer et de récupérer un certain nombre de petits villageois, de petits chefs villageois djihadistes pour les retourner en faveur des autorités civiles. Niagalé Bagayoko, ils sont justement assez futés, disons, ces djihadistes. Vous pouvez rebondir sur ce que vient de dire Christophe Boisbouvier. Ils utilisent peut-être les rivalités ethniques, peut-être la problématique de la pauvreté aussi, pour recruter. Alors, ils sont plus que futés. Ce sont tout simplement des acteurs politiques qui ont des stratégies extrêmement élaborées au niveau tactique. On le voit très bien avec les différents modes opératoires auxquels ils recourent. Ça peut être des engins explosifs improvisés, des attentats suicides, des attaques armées avec une capacité à se fondre dans l'environnement local qu'ils connaissent extrêmement bien, non pas seulement d'un point de vue humain, mais également d'un point de vue géographique. Donc je pense qu'il y a une tendance depuis le début de la crise à sous-estimer ces acteurs qui, on le voit, ne serait-ce qu'avec la mobilisation des moyens en termes de communication qui sont extrêmement sophistiqués, qui recourent, comme tout le monde, aux nouvelles technologies. Donc on a affaire à des adversaires, à des ennemis extrêmement bien armés à tous les égards. Ce qui est extrêmement important de dire, c'est qu'à mon avis, il est très difficile de parler d'un recul généralisé de ces groupes. Au contraire, on constate plutôt une expansion de leur présence et un enracinement dans certaines zones. Ce qui se passe, par exemple, dans la région de Ménaka aujourd'hui, au Mali, qui a vu s'affronter les groupes affiliés à Al-Qaïda et ceux affiliés à l'État islamique au Sahel, sont absolument prégnant aujourd'hui dans la réalité locale. Mais à l'inverse, en effet, on voit des actions de certaines forces armées, par exemple des FAMA à Sévaré cette semaine, qui ont réussi à repousser une attaque qui a été lancée par le JNIM, donc le groupe affilié à Al-Qaïda. Donc la situation aujourd'hui apparaît en réalité assez contrastée selon les zones, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a dans les zones rurales, dans les zones beaucoup plus périphériques, un enracinement de ces mouvements, non pas seulement militaires, mais un enracinement en termes de gouvernance, où ces acteurs s'implantent aussi à travers le droit. On n'y prête pas suffisamment attention. La façon dont ils rendent la justice aujourd'hui, la façon dont ils administrent les ressources naturelles entre les communautés pastorales, effectivement, ou sédentaire est extrêmement habile et leur permet d'instaurer des gouvernances qui se veulent concurrentes de celles exercées par les États dans les capitales qu'ils n'arrivent absolument pas à frapper en revanche. Ali Traoré, peut-être rebondir. Oui, j'aimerais bien quand même préciser c'est que mes propos de tout à l'heure, quand j'ai dit que les djihadistes sont acculés sur le terrain, on constate que ces djihadistes-là aujourd'hui sont de plus en plus en mouvement. Pourquoi ils sont en mouvement? Pourquoi ils vont intensifier les attaques, notamment aussi envers les populations? C'est parce que les armées du Burkina et aussi du Mali, et bien sûr aussi du Niger, ont intensifié leurs actions. Quand vous voyez la communication que mène l'armée burkinabé aujourd'hui, on voit les moyens qu'elle met en œuvre sur le terrain, on voit les frappes qu'elle fait, les terroristes ne sont plus en sécurité. Avant, ils venaient, ils attaquaient les bases de l'armée et ils repartaient. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus repartir. Quand ils repartent, ils sont traqués. Et derrière, ils subissent beaucoup de pertes. Donc aujourd'hui, les djihadistes sont, on va dire, en train de reculer. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'armée est à l'attaque. L'armée n'était pas à l'offensive, elle était à la défensive. Donc vous dites, aujourd'hui, l'armée est à l'offensive. Vous pensez qu'ils reculent au Burkina en tout cas? Bien sûr. Au Burkina, en tout cas, les terroristes sont en difficulté. L'armée a réussi à ratisser des larges pans du territoire, notamment au niveau de la boucle du Moun, pour libérer tout un tas de villages. L'objectif maintenant, c'est la réinstallation des populations et le retour de l'administration publique et l'administration du territoire dans ces villages. Alors
Allez-y, oui, Stéphane. Et il y a effectivement une coopération entre les Maliens d'un côté et les Burkinabés de l'autre. Vous parliez de la boucle de Mouhoun, Oui. où a été lancée ce qu'ils ont appelé l'opération Capidougou. Capidougou, oui. Exactement. Qui est à la deuxième version actuellement, d'ailleurs. Exactement. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est... ce que j'observe, c'est qu'on est dans des initiatives bilatérales. D'un côté, entre le Burkina et le Mali, de l'autre, entre le Burkina et le Togo, plus au sud, le Burkina et le Mali, le Burkina et le Niger. Ce qui fait moi j'ai le sentiment qu'on est finalement dans des actions un peu éparpillées. Peut-être qu'on gagnerait davantage en efficacité si tout cela était coordonné à un niveau régional. On est quand même dans une région où on parle de la CEDEAO, on parle de l'UEMOA, on parle de communauté, on parle de solidarité, on est dans cette région-là. Et moi, je vois ce n'est pas effectif. En tout cas, pas dans ce domaine. Je ne l'observe pas dans ce domaine. Il y a une question d'un internaute, justement, qui rejoint vos propos. Quels sont les apports concrets de l'ONU, de la CEDEAO et de la CEMAC pour mettre fin au djihadisme? Christophe, vous peut-être répondre? C'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a eu... plus de coopération? Il y a eu, avant l'arrivée des militaires au pouvoir au Mali et au Burkina, il y a eu une tentative, pour rebondir sur ce que vient de dire Stéphane, une tentative justement de réunion de toutes les forces de 5 pays. C'était le fameux G5 Sahel. Mais il faut bien dire les choses, ça n'a jamais marché. Et pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi ça n'a pas marché? On a beaucoup parlé du G5 Sahel. Oui, c'est vrai que ça n'a pas marché. Les fameuses patrouilles mixtes, on n'en a jamais vraiment vu les résultats. Ça n'a pas marché sans doute à cause de la méfiance instinctive qui reste entre chacune des 5 armées de ces 5 pays du Sahel. Il faudrait inventer quelque chose de nouveau. Peut-être parce qu'aucune armée ne veut abandonner une part de sa souveraineté au niveau de son état-major, au niveau de sa chaîne de commandement entre l'état-major et la troupe. Il faudrait peut-être inventer quelque chose de nouveau qui serait peut-être une armée de la CEDEAO, une armée commune aux 15 pays de la CEDEAO ou une armée commune à quelques-uns des 4, 5, 6 pays du Sahel directement concernés. Pour l'instant, en effet, ce n'est qu'un vœu pieux. Niagalé, Bagayoko? Alors, en effet, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un retour du bilatéralisme parce qu'il y a très clairement un échec de toutes les tentatives d'action dans des cadres multilatéraux ou multinationaux, que ce soit à l'échelle de l'espace sahélien. Donc, en effet, comme le disait Christophe Boisbouvier, il y a cet échec du G5 Sahel, mais il y a bien entendu cet échec de la CEDEAO qui, je le rappelle, dispose d'une force africaine en attente qui a été mobilisée avec succès sur d'autres théâtres, que ce soit la Guinée-Bissau, la Gambie ou à l'époque, ça remonte à un certain temps, mais au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire. Mais cela se faisait à une époque où il y avait un leadership régional, une capacité d'un État membre à prendre la direction, à être pilote dans les interventions militaires. On a très bien vu que la CEDEAO n'a jamais été en mesure de mobiliser notamment les effectifs du Nigeria au sein de l'espace sahélien central. C'est une autre solution qui a été trouvée, beaucoup plus régionale, donc la force multinationale mixte, pour lutter contre les groupes djihadistes du côté du lac Tchad. Mais aujourd'hui, on se retrouve finalement dans le scénario de 2012 où il y a eu des pourparlers, notamment au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, pour mobiliser cette CEDEAO qui, malgré les annonces qu'elle a faites en début d'année, qui affirmait qu'elle allait mettre sur pied une nouvelle force d'intervention, non seulement contre le djihadisme, mais aussi contre les coups d'État, n'a toujours pas été en mesure de mettre en œuvre une solution. Il est important de rappeler une autre approche qui est tentée actuellement par les pays de la sous-région, qui est l'initiative d'Accra,
qui réunit à la fois des pays du Sahel central et des pays côtiers qui, eux aussi, sont touchés dans leur partie septentrionale par une activité accrue des groupes djihadistes. En tout cas, ça pourrait être un peu l'avenir. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur les Nations Unies, on va écouter le représentant spécial justement des Nations Unies, de la MINUSMA. Ça se passe au Mali. Cette fois, il parle de la région de Ménaka qu'on a évoquée ce soir, une région sous l'emprise des djihadistes. On va l'écouter. Dans cet environnement de plus en plus complexe, la MINUSMA, avec ses capacités limitées, continue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les civils à travers une combinaison de patrouilles diurnes et nocturnes, en coordination avec les forces de défense et de sécurité maliennes, et ce jusqu'à 15 km hors de la ville de Ménaka. En outre, la mission poursuit ses activités de promotion de la réconciliation et de la cohésion sociale afin de désamorcer les tensions intercommunautaires. Elle joue encore un rôle, cette MINUSMA, au Mali, puisque manifestement, la région de Ménaka est vraiment, on peut dire, totalement contrôlée par les djihadistes. Là encore, on fait face aux conséquences des mauvais diagnostics qui proposent les mauvaises solutions dans les mauvaises situations. Le cas du Mali est flagrant. Le cas du Burkina, tout le Sahel, c'est flagrant. On fait face à des terroristes. On parle de négociations, on parle de forces d'interposition, on parle de forces de protection des civils sur des champs, je dirais, où on parle de guerre civile, où c'est une partie de la population qui a pris les armes contre une autre partie. Là, oui, on est d'accord. Mais quand il s'agit d'une dynamique djihadiste qui n'a même pas commencé en Afrique de l'Ouest, qui a commencé au Moyen-Orient, qui s'est étendue, qui a gangréné la Libye et qui s'est étendue sur tout le Sahel, la réponse ne peut pas être la MINUSMA. La MINUSMA doit être une force d'action sur le terrain. C'est ce qui manque. La MINUSMA peut rester au Mali autant d'années qu'on veut, mais ça ne va rien changer. On a vu Mossoul, en Irak, quand il a s'agi d'aller chercher l'État islamique, d'aller déraciner l'État islamique, ça a fonctionné. Si ça a fonctionné, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même recette qu'on doit appliquer en Afrique de l'Ouest. La communauté internationale doit se mobiliser avec les armées de ces pays, vraiment, de façon sincère, mettre les moyens à disposition de ces armées-là, parce que ces armées veulent défendre leur pays, les accompagner en renseignement, les accompagner en stratégie, en matériel, et aller déloger les djihadistes partout dans le Sahel. Et quel pays de la communauté internationale? Justement, quel pays de la communauté internationale? Moi, je pense d'abord aux États-Unis. Hein, c'est la première des choses. Je pense aussi à la France, parce que ces États aussi regardent vers les États-Unis et la France et disent « Regardez l'intervention que vous avez faite en Libye, c'est la conséquence de ce qui... C'est ça la cause racine de ce qui se passe chez nous. » Ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas que la France et les États-Unis. Toute la communauté internationale peut se mobiliser parce qu'on est tous concernés par cette histoire de djihadisme. Si le djihadisme arrive à s'installer au Sahel, comme il l'a fait, comme les talibans ont pu s'installer, parce que les talibans sont devenus la référence. Hein. Si les djihadistes arrivent à s'installer au Sahel, comme c'est le cas aujourd'hui des talibans en Afghanistan, avec un État structuré qui lève l'impôt et qui est capable de rester dans la durée, je peux vous dire que c'est le monde entier qui est en danger. Parce que le Sahel est beaucoup plus large, beaucoup plus riche que toutes les zones où les djihadistes ont pu s'installer. Et demain, ce sera une question de sécurité internationale. Stéphane, vous pouvez rebondir. C'est au moment où la France a quitté Barkhane, a quitté le Mali. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage dans tout ça. C'est parce qu'il y a eu des incompréhensions entre la France et ses États. Et aussi, ces États n'ont pas vu arriver des résultats depuis le temps que la France intervient. Imaginez-vous, ça fait 10 ans que la France est restée au Mali. Est-ce que réellement la situation a changé? Vous-même, vous disiez, au Mali, la situation n'a pas forcément changé fondamentalement. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il faut faire ce diagnostic et accepter de changer la recette pour que vraiment on apporte la vraie solution qui est une thérapie de choc contre les djihadistes. Mais la communauté internationale a un rôle à jouer, c'est ce que vous dites. Bien sûr. Stéphane. Il y a plusieurs choses dans ce que vient de dire monsieur Traoré. Il y a la question du mandat même de la MINUSMA, qui est toujours au Mali, parce qu'il était question qu'elle ne le soit plus d'ailleurs. Qui est une force d'interposition, je crois, qui n'a pas mandat à agir. Elle a mandat à riposter éventuellement, d'après ce que me disent quelques militaires faisant partie de la MINUSMA qui m'ont parlé. Mais en fait, globalement, je pense qu'il faut partir d'un principe fondamental. On parle d'un sujet qui touche à la souveraineté même des pays. On le disait tantôt en parlant de la CEDEAO, en parlant de
du Mali et du Burkina Faso. Christophe l'a souligné à juste titre que les États, le Burkina Faso et le Mali, sont en train de se rééquiper sur leurs propres moyens. J'ai entendu le ministre des Affaires étrangères malien dire au moment où on le questionnait sur la fourniture des armes par la Russie, dire et insister là-dessus que le Mali s'équipait sur son propre budget. Donc, ceci, une fois qu'on a dit cela, je pense que la première des points essentiels, c'est le rôle des armées nationales. La communauté internationale, que ce soit l'ONU, que ce soit même la CEDEAO qui est au niveau régional, doit être un rôle d'accompagnement. Moi, je ne pense pas qu'on puisse attendre des Nations Unies, d'une force des Nations Unies, qu'elles viennent agir à la place des armées nationales. C'est tout Sahel, en tout cas, qui est concerné. Donc une région, je le rappelle, qui s'étend, vous allez voir la carte, de la Mauritanie. Il y a la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso. C'est très vaste, il faut le rappeler aux téléspectateurs. 3 millions de kilomètres carrés. Et finalement, les frontières sont quand même assez poreuses. Et c'est une zone peu peuplée, qui est largement appauvrie, avec des frontières. Donc il y a des trafiquants en plus sur place, des passeurs de migrants, des groupes djihadistes différents, des groupes criminels. Et il y a deux organisations djihadistes les plus importantes, en tout cas AQMI, qui est liée à Al-Qaïda. On le voit donc sur cette carte, ce sont les plus importants. Et puis, vous avez aussi l'EIGS, donc l'État islamique au Grand Sahara, qui est lié donc à l'État islamique. Et les deux progressent dans l'ensemble du Sahel. Christophe, je ferai bien sûr réagir Niagalé, qui est une spécialiste de la sécurité. Mais est-ce que finalement, il y a aussi une rivalité au sein de ces deux groupes au Sahel ? Oui, tout à fait. Une rivalité qui, pour l'instant, depuis quelques mois, est en train de tourner en faveur du deuxième, le IGS, qui renforce ses positions dans la zone des trois frontières. On va revoir la carte en même temps. C'est-à-dire, en effet, là où se rejoignent le jaune et le bleu sur la carte. Oui. Ça, c'est la zone des trois frontières. C'est la zone des trois frontières où on voit plein de petits triangles là, les uns à côté des autres. Le IGS a fait une démonstration de force il y a 6 mois, un défilé filmé. Le IGS... Donc c'est l'État islamique, le IGS. L'État islamique au Grand Sahara, qui s'appelle maintenant l'État islamique au Sahara, voilà. Le IGS est en train, en effet, d'encercler la préfecture de Ménaka, dont El Rassimouane parlait tout à l'heure, là, le chef de l'ONU à Bamako, qui déploie beaucoup d'efforts pour que Ménaka puisse continuer de vivre, malgré tout. Les patrouilles vont jusqu'à 15 km de Ménaka, ce qui veut dire qu'après, elles ne peuvent plus y aller. Ménaka qui est au centre du Mali. Ménaka, non, qui est au nord-est du Mali, qui est vraiment à l'extrémité nord-est du Mali, aux confins du Niger. Voilà. Et la route Ménaka-Gao n'est plus du tout sûre. C'est-à-dire que maintenant, elle est interceptée, les véhicules sont interceptés par les djihadistes de l'EIGS. Ça va si loin, la domination maintenant de l'EIGS dans la zone, par rapport au GSIM d'Iyad Agrali. Donc d'Al-Qaïda, en fait, autre mouvance. Que ce dernier, Iyad Agrali, est en train de se rapprocher des groupes militaires touaregs signataires de l'accord d'Alger et de l'un de leurs chefs, le général Gamou. Il y a eu une rencontre secrète entre les deux hommes il y a 3 mois pour trouver un moyen de résister à la pression de l'EIGS. Niagalé, vous peut-être rebondir, Niagalé Bagayoko, là-dessus. Donc c'est effectivement l'État islamique au Sahara qui prendrait le dessus sur la mouvance liée à Al-Qaïda. Alors les derniers événements qui se sont produits récemment se sont faits effectivement en faveur de l'État islamique au Sahel, mais dans d'autres zones, il y a à mon avis un ancrage beaucoup plus profond des groupes affiliés à Al-Qaïda, dans la mesure où il y a différents types d'espaces. On oublie l'influence
notamment de la Katiba du Massina, qui fait partie de ces groupes affiliés à Al-Qaïda, donc du JNIM, qui est très présent dans le centre du Mali et qui exerce un vrai magistère sur de nombreuses zones. Donc ça, c'est un élément extrêmement important à prendre en considération. D'autre part, comme cela vient d'être souligné, je pense qu'une immense difficulté dans la lutte contre le djihadisme est que ce phénomène est soit parallèle, soit complémentaire d'autres dynamiques conflictuelles. Et on voit aujourd'hui une tension qui redevient extrêmement forte entre les autorités de Bamako, les groupes du nord du pays qui, au début de la décennie 2000, avaient des revendications indépendantistes qui ne sont plus qu'autonomistes aujourd'hui, mais on a vu effectivement ces deux visions du Mali s'affronter et il n'est pas exclu par certains qu'il puisse y avoir une alliance entre certains groupes indépendantistes ou autonomistes du nord du Mali avec certaines factions d'Al-Qaïda. Et on voit là très bien qu'on revient quelque part au scénario de 2012 où c'est ce type d'alliance qui a permis une offensive, notamment dans le nord du Mali. Ali Traoré, est-ce qu'il y a aussi une menace, on va revoir la carte parce qu'on voit ces frontières poreuses, une menace au nord du Bénin, on dit des djihadistes. Le Niger aussi est-il de plus en plus menacé ? De toutes les façons, le Niger, c'est l'un des tout premiers pays à avoir été touché par le terrorisme au niveau du Sahel. Bien sûr, la pression, elle descend vers tous les pays du golfe du Guinée. On a vu, la première attaque a eu lieu il y a quelques années en Côte d'Ivoire, directement sur la côte, à Grand Bassam. Donc, les djihadistes ont pour ambition de vraiment gangréner toute l'Afrique de l'Ouest, voire plus. On l'a vu, c'est ce qui s'est passé en Irak. Quand l'État islamique a eu les moyens, il s'est taillé une belle part de territoire et s'est installé. C'est ça l'ambition de l'État islamique, qui est souvent d'ailleurs un peu différente de Al-Qaïda qu'on a aussi au Maghreb. Donc concrètement, oui, les pays du Golfe de Guinée aujourd'hui sont touchés. On a vu, c'est la raison pour laquelle le président Kagame a été invité par Patrice Talon au Bénin pour avoir son appui. Donc on voit qu'il il s'est appuyé sur la France, il a demandé de l'aide à la France. Pareil pour le Togo qui a mobilisé son armée, qui a envoyé pas mal de soldats au nord à la frontière avec le Burkina Faso. Donc tous ces pays sont touchés. Même le Ghana est touché. Même le Ghana est touché. Et la France donc pourrait se replier justement au Niger. Stéphane Ballon, c'est ça qui va se passer. Est-ce que le Niger est suffisamment solide pour faire face à cette menace ? Solide, ce qu'on voit jusqu'ici, on a tendance à le dire, même s'il y a eu une attaque récemment. Je crois que la dernière remonte à février, quand les détachements de l'opération, j'ai oublié le nom, Al-Maou a été justement attaqué quelque part dans la région de Tillabéri. Oui, le Niger apparaît aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il héberge une base militaire française qui a l'appui de différents pays internationaux. On a vu les Américains passer à Niamey récemment en annonçant justement qu'ils allaient contribuer à l'effort de lutte contre le djihadisme. On sait qu'il y a une base d'ailleurs aussi de drones des Américains à Agadez, ce qui fait du Niger aujourd'hui un peu le pays qui résiste plutôt bien à ce phénomène. En tout cas, c'est un des pays clés, parce qu'il a en plus vu sa situation. Juste, si vous permettez, Stéphanie, j'aimerais revenir quand même tout à l'heure quand on parlait de l'affrontement entre l'EIGS d'un côté et AQMI de l'autre. C'est vrai que sur les dernières actus, sur les derniers affrontements, oui, l'EIGS a pris le dessus, notamment dans la zone de Ménaka, là où on voit les triangles là, sur la carte. Mais il faut dire qu'il y a une vraie poussée, du JNIM dans la partie nord-ouest
du Burkina Faso, si vous le voyez sur la carte, et c'est cette poussée qui descend vers le golfe de Guinée. Hein. Quand vous regardez sur la carte, le Togo a été frappé par le JNIM. Il y a eu quelques Donc le JNIM, c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda. Il y a eu quelques incursions de l'État islamique au nord du Bénin, mais la volonté d'Al-Qaïda, c'est vraiment d'étendre son influence dans cette zone-là. Et quand on regarde le graphique, la carte qu'on montre, c'est cette organisation-là qui pousse vraiment vers la côte, vers les pays qui sont le Togo, le Ghana, etc. Un mot peut-être pour terminer, Christophe Boisbouvier, sur la présence des Russes, parce qu'on voit bien qu'évidemment c'est une zone où on parle des Américains, des Français, mais il y a aussi les Russes qui s'implantent. Oui, les Russes sont au Mali, ça fait pas l'ombre d'un doute, et notamment Wagner, et malgré les démentis de Bamako, à tel point d'ailleurs que le chef de Wagner, Evgeny Prigojine, a eu ce cri du cœur il y a quelques heures là, lors d'une interview. Wagner n'a pas subi de pertes lors de la dernière attaque djihadiste sur Sévaré, samedi dernier. Donc oui, les Russes sont au Mali, il n'y a pas l'ombre d'un doute. En revanche, pour l'instant, les Russes ne sont pas au Burkina Faso. Et ça, c'est en effet visiblement un choix, pour l'instant, hein, un choix du capitaine Traoré, c'est-à-dire, certes, il a demandé aux Français de partir, la force Sabre, mais il n'a pas fait appel pour l'instant aux forces russes. Son Premier ministre est allé à Moscou au mois de décembre, en passant par Bamako, mais pour l'instant, pas de traces de Wagner à Ouagadougou. Vous pouvez conclure, Niagale Bagayoko, sur justement la présence des Russes. Est-ce qu'ils luttent contre les djihadistes ? Oui, manifestement, hein, dans le centre du Mali. Alors, selon les autorités, ce sont des instructeurs, mais en effet, les déclarations des autorités russes, aussi bien Vladimir Poutine que Sergueï Lavrov ou que Evgeny Prigojine, attestent de cette présence de Wagner dans le pays. Mais ce que l'on constate, c'est que sur le front opérationnel, ils n'ont pas été, pour l'instant, en mesure d'inverser la situation. C'est un acteur extérieur comme tous les autres. Et moi, je suis convaincue que les solutions ne peuvent être que sahéliennes, avec éventuellement un appui, mais je ne pense pas que ces appuis peuvent être déterminants dans le changement de la situation, et c'est sans doute l'approche privilégiée par les autorités burkinabées qui veulent ancrer effectivement dans la défense populaire leur approche de la lutte contre le djihadisme, qui en est un exemple, mais également l'approche nigérienne, qui est fondée à la fois sur une approche militaire, mais aussi sur un déploiement des forces de sécurité intérieure, et enfin sur un dialogue et sur l'amnistie de certains éléments des groupes djihadistes. Merci beaucoup, Niagale Bagayoko, d'avoir été avec nous. Stéphane Ballon, merci. Ali Traoré, Christophe Boisbouvier, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le djihadisme au Sahel. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve demain.